Pardonnez-moi si cette intro peut paraître relativement pompeuse, mais je ne peux m'empêcher d'exprimer toute la révérence du monde devant une œuvre qui a selon moi sa place dans le panthéon des plus grandes créations artistiques de l'humanité. Pardonnez-moi si au cours de cette vidéo j'aborde une posture fanatique au point d'en perdre toute objectivité, mais pour ma défense, sachez qu'il n'est pas aisé de traiter d'un sujet qui est à ce point plus grand que soi. Aujourd'hui, ensemble, on va traiter d'une œuvre qui s'intitule Dark Souls. Pour ceux qui l'ignorent, Dark Souls est un jeu vidéo né de l'ambition d'un comptable nommé Hidetaka Miyazaki qui, après avoir été ébahi par les créations des génies de son époque, a désiré changer de métier dans le but de lui aussi tenter de créer un jeu qui pourrait contenir toutes les idées qui débordaient de son imaginaire florissant. Et c'est donc en 2011 que les amateurs de jeux vidéo partout de par le monde ont pu mettre la main sur cette obscure création au nom étrangement évocateur, choisi par un homme qui ne savait probablement pas qu'il était sur le point de bouleverser à tout jamais l'histoire du médium. Cependant, je pense qu'il avait conscience que son œuvre, qui est si marquée par des concepts comme la mort, le courage, le désespoir, l'acharnement et surtout l'humanité, saurait parler aux personnes dont le cœur a été malmené par la vie. Mais de là à imaginer que son jeu allait devenir plus qu'un jeu et devenir un véritable objet cathartique, je ne pense pas que c'est le genre de choses qu'on peut planifier. Et pourtant, aujourd'hui, il regorge sur le web des témoignages de personnes qui disent « Dark Souls m'a aidé à sortir de la dépression. Dark Souls m'a redonné confiance en moi. Quand je rechute, jouer à Dark Souls me fait immédiatement me sentir mieux. » Et c'est fou parce que c'est une création vidéoludique incroyable qui a révolutionné son genre au point même de créer son propre sous-genre. Et pourtant, aujourd'hui, on ne va pas parler exactement de prouesse de game design, on va plutôt se poser la question, quels sont précisément les mécanismes dans ce jeu qui font qu'une personne souffrant de maladie mentale peut voir son état drastiquement s'améliorer simplement en jouant. Et vous allez voir que pour certains mécanismes, c'est tellement évident que vous en viendrez à vous demander comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de personnes qui soient au courant, que ce soit dans le monde de la psychologie ou même simplement dans le monde du gaming. Mais pour ce faire, on va devoir faire une courte mise au point pour savoir de quoi parle ce jeu et qu'ainsi on parte tous sur les mêmes bases. Dark Souls est un jeu vidéo dont la narration est lacunaire, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de cinématique interminable qui vous explique tous les tenants et aboutissants de cet univers. Si vous voulez comprendre ce jeu, si vous voulez comprendre ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé avant que vous arriviez, il va falloir réaliser un véritable travail d'historien et d'archéologue pour aller recueillir les indices aux quatre coins du jeu et ainsi comprendre les liens entre chaque élément distinct et tirer vos conclusions comme le ferait un détective qui mène une enquête. Cependant, en lançant votre partie, le jeu daignera tout de même vous expliquer sa genèse dans un ton certes très cryptique, mais vous laissant en tirer les informations suivantes. Au commencement, la Terre n'était qu'une vaste étendue stérile plongée dans le brouillard et dominée par des dragons immortels. Lorsqu'un jour, une flamme est apparue, et avec le feu vint la diversité. La chaleur et le froid, la vie et la mort, la lumière et les ténèbres. Et justement, de ces ténèbres, des créatures sont apparues et se sont mises à fouiller dans les flammes en quête d'une âme. Parmi ces créatures, certaines plus grandes et plus nobles ont fait main basse sur des âmes plus grandes et plus nobles. Nito, le seigneur des tombes, s'empare de l'âme des morts, la sorcière d'Izalith s'empare de l'âme de la vie, Gwen, le seigneur solaire, s'empare de l'âme de la lumière, et une dernière créature, plus discrète, si facilement oubliable car en tout point semblable à un humain, le pygmée furtif s'empare de l'âme des ténèbres. Et avec cette puissance nouvellement acquise, les seigneurs décident de déclarer la guerre aux dragons pour s'accaparer la terre avec le soutien de Sith l'écorché, un dragon né sans écailles et qui par jalousie a enseigné aux seigneurs comment venir à bout de ses congénères. Et c'est après une guerre durement gagnée que le monde entre dans l'âge du feu, c'est-à-dire un âge où la civilisation atteint des sommets. On y trouve des royaumes, des écoles de magie, des religions, des artistes qui font la renommée de la cité rayonnante d'Anor Londo. Mais une flamme étant ce qu'elle est, elle se met à faiblir. Et on passe d'un royaume dans son âge d'or à un royaume qui se voit dépérir, décrépir. La vie elle-même est mise à mal au point qu'une malédiction vient frapper les humains. Une malédiction qui se manifeste sous la forme d'une marque sombre qui fait d'eux désormais des personnes qui ne peuvent mourir. Que ce soit par l'épée, par le feu ou en se jetant dans le vide, ils ressusciteront toujours auprès des restes de la flamme originelle. Mais ces morts successives ne sont pas sans effet, car le porteur de la marque sombre va perdre petit à petit son âme et son humanité, jusqu'à sombrer dans la folie et devenir une carcasse, une version de vous-même dénuée de toute essence. Et l'unique moyen de prévenir cette altération funeste est de garder espoir, de vous relever et de continuer à affronter la vie en gardant quoi qu'il arrive à l'esprit la raison qui vous motive. Que vous soyez animé par l'amour, par l'appel de l'aventure ou par la quête de vérité, vous devez garder en tête que vous existez pour une raison qui est belle
réelle et importante. Parce qu'au cours de votre quête, vous allez être confronté à des menaces hors du commun. Vous allez être confronté à une adversité comme vous n'en avez jamais connue de votre vie. Mais quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas perdre espoir. Et la perte d'espoir, s'il vous plaît, parlons-en. Dans Dark Souls, une fois que vous avez triomphé de la zone tutoriel, vous êtes transporté au début de votre véritable aventure et à votre premier feu de camp, la première personne que vous allez rencontrer, c'est le fameux chevalier découragé. Ce chevalier est une personne comme vous, qui porte probablement la marque comme vous, mais qui au cours de son aventure s'est heurté à un mur de difficulté et en est venu à se dire qu'il ne se sent tout simplement pas à la hauteur d'une telle épopée. Il sait juste qu'il faut faire sonner 2 cloches, une en hauteur et une autre en profondeur, mais c'est selon lui impossible. Et je ne peux m'empêcher de trouver cette situation fascinante. Je veux dire, dans Pokémon par exemple, il est assez courant que vous ayez un rival. Il est plus fort que vous, il est plus avancé dans son aventure que vous, il bouillonne de confiance en lui et c'est censé créer une sorte d'émulation positive. Mais ici, la première personne que vous rencontrez, c'est une personne qui a baissé les bras. Et il faut savoir que moi, je ne suis pas quelqu'un de très fort aux jeux vidéo. Je dois vous avouer que lancer Dark Souls, ça m'a un peu angoissé au vu de la réputation élitiste de ce titre. On peut même dire avec humour que j'ai fait cet effort pour vous. Mais quand j'ai vu ce pauvre type et son attitude défaitiste, je me suis dit littéralement, j'ai aucune idée de ce qui m'attend dans cette aventure. J'ignore totalement quel genre de créature grotesque on va me demander d'affronter. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis pas comme lui. C'est pas parce que le chemin en face de moi il est semé d'embûches que je vais m'asseoir par terre et attendre que la folie vienne me chercher. Et le nom de ce principe de pensée, c'est l'ego, tout simplement. Dark Souls a eu le génie de venir titiller notre fierté mal placée en dressant un portrait absolument péjoratif et pathétique de l'abandon pour qu'on en vienne à penser que baisser les bras, c'est juste nul, c'est trop nul. Et en soi, on peut penser que tout ça c'est assez anodin. Et pourtant, on sait que la dépression, c'est une maladie dont les mécanismes psychologiques sont étroitement liés à l'ego. C'est une maladie qui tend à te faire croire que tu es capable de rien, que tu es une personne nulle, incapable d'avoir un impact sur ta propre vie ou ne serait-ce que d'être une présence positive pour les autres. Et ce jeu, visiblement façonné par des virtuoses du genre, vient chanter un mantra qui résonne au plus profond de nous, nous disant « Rappelle-toi ton ego, rappelle-toi ton ego, rappelle-toi quand tu étais plus jeune et que tu étais persuadé que tu étais capable de conquérir la terre entière. » Le jeu est à peine lancé et il est déjà en train de faire son œuvre en te stimulant dans le but de faire de toi la meilleure version de toi-même. Et cette manière de procéder, cette façon de réveiller ce qu'il y a de mieux chez un individu en passant par la provocation, ça me rappelle étrangement les méthodes du thérapeute systémicien Carl Whittaker. Et je me rends compte encore une fois à quel point c'est brillant, parce qu'en effet, les thérapies, c'est des protocoles basés sur des principes scientifiques, mais la provocation, c'est juste une technique basée sur notre nature humaine profonde. L'orgueil étant le propre de l'homme, c'est complètement normal d'avoir envie de prouver à la terre entière qu'on n'est tout simplement pas plus nul qu'un autre. Là, à cet instant, tu n'es plus animé que par une seule chose, c'est de dire à ce chevalier découragé « Regarde-moi, j'ai absolument rien de plus que toi, et pourtant, sous tes yeux, je vais réaliser ce que toi tu penses impossible. » Et en plus, faut pas oublier que je suis littéralement immortel. Dans le lore du jeu, je suis immortel. Ce qui signifie que peu importe l'obstacle qui se dresse en face de moi, j'ai le droit à un nombre infini de tentatives. Et ce rapport à la tentative, ça aussi, parlons-en. Quand une personne est dans un état mental particulièrement dégradé, un des aspects majeurs sur lequel il faudra travailler au cours de la thérapie, c'est la confiance en soi. Et pour ce faire, la première étape, c'est de la mettre en condition de réussite, en situation de réussite. Et en résumé, ça va consister à lui demander d'effectuer une tâche extrêmement simple, avec un niveau de défi particulièrement réduit, et petit à petit, de façon très subtile, on va augmenter le niveau de difficulté jusqu'à ce qu'elle arrive à un point où elle va un peu hésiter, un peu douter, et avec vos encouragements, avec vos conseils et les outils que vous lui mettez à disposition, elle va essayer, elle va tâtonner et elle va triompher. Et de façon inconsciente, elle va se dire « Ah mais en fait j'en étais capable, ah mais en fait je suis pas nul ». Et en répétant cette formule, en répétant ce protocole encore et encore, vous allez arriver à amener la personne malade vers un score de confiance en soi qui correspond à la norme, ce qui va augmenter statistiquement ses chances de guérir de ses troubles. Et même après sa rémission, vous pourrez continuer à mettre en place ce processus jusqu'à ce que la personne déborde de confiance en elle et devienne elle-même un exemple pour les autres personnes qui traversent des mauvaises passes. Pour illustrer cet exemple, il faut savoir que dans les hôpitaux psychiatriques, il arrive souvent qu'on propose des activités comme le coloriage par exemple, parce que c'est une activité qui est dénuée de toute forme d'échec. Et en plus, une fois que tu as fini, tu prends du recul et tu te rends compte que tu as créé quelque chose de beau, ce qui est particulièrement encourageant. Et même si jamais échec il y a, on va dire que ton feutre il a débordé, eh ben, on va venir dédramatiser cet échec. Ce n'est pas grave, ce coup de feutre on peut le rattraper et si tu as envie, on peut même
tout recommencer. Et c'est ça que je trouve particulièrement poétique dans Dark Souls, c'est-à-dire que dans la quasi-totalité des jeux, quand tu meurs, tu recommences. Il n'y a pas d'explication à pourquoi Mario, après être tombé dans de la lave en fusion, il peut réapparaître et reprendre là où il en était. Il n'y a pas besoin d'explication, c'est un jeu, c'est tout. Mais dans le contexte de Dark Souls, là où tu sais que le jeu va être absolument difficile, pénible et que tu vas devoir parfois déployer un effort de concentration titanesque pour venir à bout de la menace, avec tout son propos autour du fait de garder espoir et de ne pas baisser les bras, c'est expliqué dans l'histoire du jeu que même si tu meurs, ce qui est la métaphore ultime de l'échec dans un jeu vidéo, ici ce n'est pas grave. C'est littéralement inclus dans l'histoire le fait que tu vas mourir en boucle. Oui, mais j'ai perdu toutes mes ressources, c'est pas grave. Oui, mais j'étais à 2 doigts de battre le boss, c'est pas grave. Oui, mais maintenant je dois refaire tout le chemin, c'est pas grave, c'est pas grave. Écoute-moi, c'est pas grave. Je sais que t'es fatigué, t'es frustré, t'as le sentiment que le jeu est injuste, mais là t'as juste besoin d'une pause. Laisse tes neurones exécuter toute cette biochimie qui mène à l'apprentissage, et tu vas voir, au prochain essai, tu vas réussir. L'échec est totalement dédramatisé. C'est même parfois drôle à quel point certaines morts sont juste ridicules. Et ça c'est un principe thérapeutique qui est absolument maîtrisé. Toujours dans le thème de l'ego, je ne sais pas si vous l'avez instinctivement compris, mais dans Dark Souls, on ne peut pas choisir le niveau de difficulté. Contrairement à la majorité des jeux, il n'y a pas de mode facile, normal, difficile. Dark Souls, c'est le même jeu pour tout le monde. Que tu sois un gamer professionnel ou une mamie qui tient une manette dans ses mains pour la première fois de sa vie, c'est le même niveau de difficulté pour tout le monde. Et c'est magnifique parce que ça vient illustrer le fait que, comme on l'a dit, tu n'es pas plus nul qu'un autre. Malgré ce que répètent les voix dans ta tête, tu n'es pas plus nul qu'un autre. T'as pas besoin de constamment chercher la facilité dans la vie, comme dans le jeu. Ici, le jeu croit en toi, le jeu est persuadé, il te hurle que tu es capable de triompher. Quand bien même ton adversaire, c'est un démon titanesque, abominable, tout droit sorti d'un cauchemar, tu peux triompher. Tu dois juste observer, tu dois juste te concentrer, tu dois faire preuve de ruse et tu dois chercher à tirer profit de tous les outils que le jeu met à ta disposition. Tu vas peut-être mourir en boucle, mais l'apprentissage étant le propre de l'homme, tu es capable de progresser. Tant que tu te mets pas à faire des erreurs absurdes comme essayer 36 fois de la même façon ou à prendre des décisions dangereuses sous le coup de l'émotion, tu vas te rendre compte que chaque tentative avec un boss est différente. Tu vas apprendre de tes erreurs et tu vas commencer à rentrer dans ce processus de remise en question constante. Oui, je suis mort et c'est ma faute. Oui, j'aurais pas dû faire ça, c'était pas très intelligent. Oui, j'ai oublié de vérifier mon équipement avant d'engager le combat. Ce jeu t'apprend tellement à te remettre en question que quand tu meurs en boucle, tu te rappelles que par exemple, c'est pas parce que c'est ton armure préférée que c'est l'armure la plus adaptée dans cette situation. Je sais pas, je dis ça comme ça. Donc tu vas te mettre à remettre en question ton armure, remettre en question ton arme, tes sorts, tes objets consommables, et cette tendance à se remettre en question face à l'échec, vous imaginez bien que c'est un intérêt psychologique hors du commun. En effet, face à un échec, on a tous une façon de réagir différente. Il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à se lamenter, se flageller, et se dire qu'ils sont des merdes, des incapables, des déchets, alors qu'ici, le jeu te programme, il t'aiguise en t'obligeant à passer par ce processus de remise en question encore et encore, pour qu'à chaque fois que tu échoues, tu te dises « Ok, là j'ai merdé, qu'est-ce que je peux changer pour réessayer, mais cette fois-ci différemment ?» Il te programme de sorte à ce que dès que tu échoues, tu sois immédiatement en train de penser à la prochaine tentative sans accorder la moindre seconde de ta vie à des lamentations creuses et stériles. Face à l'échec, ton cerveau instinctivement va se mettre à réfléchir pour chercher quels outils pourraient t'aider à répondre à ta problématique. Et il y a tellement d'outils différents qu'au final, il n'y a pas qu'une seule façon de triompher. Et c'est vraiment une chose sur laquelle je voudrais mettre l'accent, le fait que tu dois faire les choses à ton rythme et surtout à ta façon. Dans la communauté Dark Souls, il y a des petits gamers des bacs à sable qui vont chercher à vous rabaisser parce que vous avez battu tel boss de telle façon ou après un certain nombre de tentatives. Mais entre vous et moi, est-ce qu'on n'est pas d'accord que battre un boss après 50 ou disons même 100 tentatives, ça n'enlève rien à votre victoire? Battre un boss en courant dans tous les sens et en balançant des sorts magiques à tout va, ça n'enlève rien à votre succès. C'est pas très glorieux effectivement, mais je pense que la sagesse qui réside ici, elle est dans le fait que ça sert à rien de s'inventer une sorte de scrupule totalement injustifié quand vous êtes face à un tel niveau d'adversité. Dans la vie, on ne naît pas tous égaux. Il y a certaines personnes qui sont plus forts, d'autres plus rapides, plus endurants, plus grands, plus gros, et vous, votre avantage, si ça se trouve, c'est juste que vous êtes plus imaginatif, vous êtes plus créatif, vous êtes beaucoup plus capable de trouver des stratagèmes compliqués quand vous êtes confronté à des problématiques compliquées. Et cette souplesse d'esprit, premièrement, c'est un grand signe d'intelligence, et deuxièmement, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus résilient. Et ça, c'est une qualité majeure dans le maintien d'une bonne santé mentale, si on s'en tient aux écrits du psychologue Jacques Lecomte. Mais pour vous donner un exemple précis de souplesse d'esprit, on va parler du cas de Havel.
Havel est une sorte de mini-boss qui drop un anneau très utile pour la suite du jeu, mais le problème c'est qu'à cause de la façon dont j'ai constitué mon personnage, Havel était capable de me tuer d'un seul coup, ce qui même dans Dark Souls est assez rare. Je suis mort en boucle contre lui, et bien après avoir fini le jeu, en traînant sur des forums, j'ai appris qu'il était censé être vaincu de deux façons. Soit grâce à la mécanique de Perfect Parry, soit de Backstab. Et ces mécaniques, je sais qu'elles existent, mais premièrement, je sais pas très bien comment est-ce qu'elles fonctionnent, et même si je savais, ça reste déjà ce qui demande un certain niveau d'exécution que je n'avais pas encore. Alors, est-ce que vous voulez que je vous dise comment je l'ai battu? J'ai battu Havel en l'attirant, puis en l'affrontant dans l'encadrement d'une porte. En effet, son arme tape très fort, mais étant très grande, elle est aussi très encombrante. Donc quand il essayait de me frapper, il se cognait dans l'encadrement de la porte, et moi je pouvais profiter de ce laps de temps pour lui infliger des dégâts. J'ai vaincu Havel d'une manière tellement absurde et ridicule que même les développeurs du jeu, ils ont potentiellement pas du tout imaginé ce scénario. Et elle est là ma force à moi, elle réside dans le fait d'être capable de constamment m'adapter à ma propre faiblesse. Et en parlant de force ou de faiblesse innée, j'aimerais vous parler du stress et de l'angoisse. Et pour que vous compreniez de quoi je parle, j'aimerais vous montrer ce court passage. Si vous avez jamais joué à Dark Souls, normalement ça va vous sauter aux yeux ou aux oreilles, attention à ceux qui ont des écouteurs. Là, vous voyez, je m'apprête à traverser ce pont. Et à ce moment-là, je ne sais pas que c'est un boss qui m'attend de l'autre côté. Et écoutez attentivement ce qui se passe. Oui, Dark Souls est un jeu réputé pour les musiques épiques et grandioses de ses combats de boss. Et le fait que ce soit grandiloquent, ça me va totalement. Mais le fait que la musique commence comme un jumpscare, pour moi, ce n'est en aucun cas innocent. Le but de ce choix, c'est de vous faire paniquer, de vous susciter du stress, dans le but de vous faire perdre vos moyens et rendre le combat encore plus difficile. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le stress nous fait perdre nos moyens? Et en fouillant un peu sur le portail du cairn, on apprend que quand vous êtes confronté à une situation que le cerveau interprète comme étant dangereuse, il va pour votre survie sécréter des molécules comme l'adrénaline et le cortisol. Votre vision devient plus étroite, vos mains deviennent moites, vous avez littéralement envie de vous pisser dessus. Au niveau de votre amygdale, c'est le processus de fight or flight response qui est activé, c'est-à-dire que pour votre survie, il arrive parfois que votre corps ait l'étrange réflexe de juste se paralyser. Et j'imagine bien que dans la savane, ça doit avoir son utilité, mais dans le cadre d'un jeu, c'est juste absolument débile. Donc, dans des situations où votre cerveau est submergé par une cascade d'informations, vous allez apprendre à filtrer en temps réel uniquement les informations qui vous intéressent. Et là, vous imaginez bien que pour des personnes qui souffrent d'anxiété généralisée, de PTSD, de troubles de l'attention, de pensées obsessionnelles compulsives comme les TOC, etc., le fait de les mettre dans des situations où elles doivent apprendre à devenir maîtres de leur cerveau, maîtres de la situation, et que tout ça se passe dans un contexte où l'enjeu est imaginaire parce que ce n'est qu'un jeu, le danger n'existe pas, mais le défi, lui, existe bel et bien. Et ce défi, contrairement à une thérapie classique avec des peluches et des métaphores tirées par les cheveux, ici, on a tout un univers fictif qui vous est mis à disposition, un univers qui a été designé par des gens dont c'est le métier de vous faire progresser de façon cohérente et de vous faire triompher des obstacles que eux-mêmes ont savamment créés. Contrairement à une thérapie classique, ici vous êtes dans un jeu vidéo dont un des arguments principaux est l'immersion. Cette immersion, elle est tellement réussie que votre cerveau se retrouve comme projeté dans un simulateur. Et la magie des simulateurs, comme on l'a dit, c'est que là où le danger n'est pas réel, vous pouvez triompher de troubles qui, eux, sont bien réels. En effet, il est de plus en plus commun pour des personnes souffrant de phobies maladives, par exemple, de procéder à ce qu'on appelle des thérapies d'exposition, où on va les exposer de façon simulée et contrôlée à l'objet de leur peur pour les aider à guérir. Et en parlant de thérapie, est-ce qu'on peut se poser 2 secondes et parler de ce mot ? Carcasse. Si je meurs en boucle, que je me décourage, je deviens une carcasse. Si j'oublie ma raison de vivre, si j'abandonne, je deviens une carcasse. Si je perds mon âme et mon humanité, je deviens une carcasse. Un être vivant dénué de toute essence. Et là, pour beaucoup, normalement, ça vous rappelle quelque chose. Que ce soit volontairement ou non, moi, ça m'a tout l'air d'être une métaphore de la dépression. Cette maladie mentale caractérisée par entre autres de la tristesse, par cet immense sentiment de vide, par une absence de motivation car plus rien n'a de sens, on pourrait s'asseoir là et attendre que la mort vienne nous chercher. Sauf que dans notre cas, on a ce jeu qui nous répète sans arrêt, ne deviens pas une carcasse, ne te laisse pas aller à l'état de carcasse, bats-toi de toutes tes forces. Ce jeu pendant des heures nous renvoie ce message, que ce soit verbalement, que ce soit par ses mécaniques ou même simplement par l'apparence de notre personnage. Je veux dire, la plupart du temps, j'utilise les jeux vidéo pour m'évader. J'aime incarner des personnages qui sont forts, inspirants, exemplaires, tout le contraire de ce que je suis en somme. Mais dans le cas de Dark Souls, mon avatar, la majorité du temps, il ressemble à ça. Sous mon armure de glorieux paladin se cache en fait un homme famélique, mourant, putréfié, qui tient à peine debout.
Bon, je vais faire un petit hors-sujet, mais vous allez voir où je veux en venir. Dans le dernier quart du célèbre roman 1984, un homme du nom de Winston se fait torturer physiquement et psychologiquement par un fasciste sociopathe dénommé O'Brien. Et O'Brien lui dit « Si vous êtes un homme, Winston, vous êtes le dernier. Votre espèce est détruite. Comprenez-vous que vous êtes seul? Vous êtes hors de l'histoire. Vous êtes non existant. Levez-vous de ce lit. Vous allez vous voir tel que vous êtes. Déshabillez-vous. Mettez-vous entre les battants du miroir. Vous aurez ainsi une vue de côté. Voyez dans quel état vous êtes. Voyez cette crasse malpropre sur tout votre corps. Voyez la poussière entre vos orteils. Savez-vous que vous puez comme un porc? Vous avez probablement cessé de le remarquer. Autour de votre biceps, je pourrais, voyez-vous, faire rencontrer mon pouce et mon index. Je pourrais vous casser le cou comme s'il était en verre. Savez-vous que vous avez perdu 25 kilos depuis que vous êtes entre nos mains? Même vos cheveux s'en vont par poignées. Ouvrez la bouche. Il reste 9, 10, 11 dents. Vous pourrissez. Vous tombez en morceaux. Qu'est-ce que vous êtes? Un sac de boue. Maintenant, tournez-vous et regardez-vous dans le miroir. Voyez-vous cette chose en face de vous? C'est le dernier homme. Si vous êtes un être humain, ceci est l'humanité. Maintenant, rhabillez-vous. 1984, c'est vraiment mon roman préféré. Et c'est fou la façon quand O'Brien décrit l'état de décrépitude dans lequel il a plongé Winston. J'ai littéralement l'impression qu'il décrit mon personnage quand celui-ci sombre à l'état de carcasse. Et le jeu me dit que si je veux sortir de cet état, il faut que je récupère mon humanité. Et j'en profite pour ouvrir une parenthèse. L'âme et l'humanité, c'est des mots que j'emploie depuis le début de la vidéo, et vous remarquerez que c'est deux mots distincts qui, dans le langage courant, désignent en fait la même chose. Mais pour le créateur de Dark Souls, l'âme et l'humanité sont deux choses à part entière. Ici, dans notre cas, l'âme, c'est ce qui fait ta puissance, c'est ce qui fait ta grandeur. Mais l'humanité, c'est ce qui fait ta nature, c'est ce qui fait ton identité profonde. C'est ça l'humanité, et c'est ça que le jeu essaie de nous faire comprendre. Et pour aller encore plus loin dans la métaphore, il faut que vous sachiez que dans Dark Souls, quand on est bloqué, on peut demander de l'aide. Dans Dark Souls, on peut aider et être aidé. Mais vous savez qu'il ne peut pas faire ça, vous savez qu'il n'a pas accès à cette mécanique. Les carcasses. Si tu veux interagir avec les autres, si tu veux t'investir dans la communauté Dark Souls, il faut d'abord que tu récupères ton humanité. Et c'est tellement lourd de sens, c'est tellement fou que je pourrais littéralement arrêter la vidéo ici. Mais vous avez de la chance, j'ai d'autres sujets super importants à traiter. Le prochain point que j'aimerais aborder, c'est le sujet des schémas. Il faut savoir que dans Dark Souls, les boss, mais aussi les simples créatures que vous allez rencontrer, ils ont ce qu'on appelle des patterns. C'est-à-dire qu'ils sont codés pour mettre par exemple un certain nombre de coups d'épée, puis de se reposer, ou de déclencher tel type d'attaque quand vous êtes proche et un autre type quand vous êtes loin. Et bien évidemment, quand vous êtes envahi par le stress, vous êtes occupé à survivre et vous remarquez pas tout ça. Mais quand vous abordez l'ennemi à tête reposée, vous comprenez tous les patterns. Et au final, vous pourrez combattre en vous délestant de votre armure parce que ce boss qui vous terrorise tant n'est plus une menace car vous connaissez sa chorégraphie sur le bout des doigts. Et si on transpose ça à la réalité, vous comprenez bien qu'il est vital de reconnaître les schémas. Les gens qui ont l'habitude des soirées qui dégénèrent savent qu'il y a un pattern. Les gens qui ont l'habitude des métiers toxiques savent qu'il y a un pattern. Les gens qui ont eu des mauvaises expériences avec le sexe opposé savent qu'il y a un pattern de fou furieux et qu'une fois que tu as appris à le reconnaître, tu retomberas plus jamais dedans. Donc retenez bien ça, c'est important, c'est vital d'apprendre à reconnaître les patterns. C'est vital déjà de savoir qu'il existe des patterns. On connaît tous une personne qui est enfermée dans une sorte de cercle vicieux où elle fait tout le temps les mêmes erreurs, en prenant tout le temps les mêmes décisions navrantes. Et nous qui sommes extérieurs à tout ça, on est juste sidérés parce qu'on voit une personne qu'on aime se détruire et se rendre elle-même malheureuse. Mais faut savoir que justement, reconnaître les patterns, c'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Et parfois, il arrive que l'apprentissage nécessite l'intervention et le soutien de toute une communauté. Et pour comprendre où je veux en venir, rappelez-vous tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'humanité, je vous ai dit que dans Dark Souls,
on pouvait aider et être aidé. Mais j'ai oublié de vous dire que ça ne s'arrête pas à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire que Dark Souls, c'est un jeu qui se veut tellement mystérieux qu'il préfère que tu passes complètement à côté d'un aspect du jeu plutôt qu'il te le révèle gratuitement. Donc c'est totalement possible que tu aies fini le jeu en étant passé à côté d'un boss, à côté d'une zone tout entière ou à côté d'une mécanique majeure du jeu. Et ça, les développeurs, ils en ont absolument rien à faire parce qu'ils partent du principe que, bien évidemment, c'est trop compliqué pour une personne seule de percer tous les secrets d'un jeu développé par des centaines de créatifs à qui on a donné carte blanche. Et que donc, pour mériter ces secrets, tu dois forcément communiquer avec les autres. Que ce soit ton camarade de classe, que ce soit des personnes sur des forums, que ce soit un mec que tu croises à une convention. Il faut que tu trouves le courage de faire un pas vers ces gens et que tu aies l'humilité de poser ta question. Parce que cette personne, elle a sûrement découvert des choses que toi tu ignores et au cours de votre conversation, tu vas te rendre compte que toi aussi, si ça se trouve, tu as des choses à lui apprendre. Tu peux lui parler de ton équipement, tu peux lui parler de tes stratégies, tu peux lui parler des objets rares que tu as découverts, tu peux lui parler de tes théories au sujet des mystères du jeu et tu vas réaliser que sans t'en rendre compte, petit à petit, tu t'es fait des amis. Tu t'es construit une communauté dans laquelle tu es apprécié parce que tu contribues de façon positive avec des informations intéressantes, avec des anecdotes drôles et parfois simplement par ta présence. Et vous vous rappelez dans la vidéo sur la dépression qu'on avait parlé du modèle biopsychosocial comme approche pour comprendre et traiter la dépression. Eh bien dans social, bien évidemment, il y a toutes les études au sujet des catégories socio-professionnelles, de la pauvreté, la précarité, etc. Mais dans social, il y a aussi le fait de faire partie d'une communauté qui nous renvoie une image de nous améliorative. Dans cet aspect purement social de la dépression et des maladies mentales en général, c'est un point extrêmement important qui, une fois coché, permet de mettre toutes les chances de son côté, soit de ne jamais sombrer dans la dépression, soit si vous êtes déjà, eh bien d'en sortir. Et là, je sens que vous commencez à vraiment saisir toute la magie de ce jeu, mais je peux vous assurer que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et vu que vous commencez un peu à mieux saisir en quoi consiste Dark Souls, j'aimerais qu'on se rapproche du point final de cette vidéo. Dark Souls, on a un peu parlé de son histoire, mais globalement, c'est quoi le message de cette série? Qu'est-ce que l'auteur essaie de me dire exactement? Au fur et à mesure de votre progression, vous allez comprendre énormément de choses, comme le fait que toute cette pseudo-aventure était en fait une sorte de parcours du combattant mise en place par le roi Gwen, car ce dernier, pour empêcher la flamme originelle de s'éteindre, a dû se résoudre à l'alimenter avec sa propre âme, tout en sachant qu'une fois que son âme finirait elle aussi entièrement consumée, la flamme se mettrait à nouveau à faiblir. Mais ce dernier comptait en fait sur vous, sur le fait que vous arriveriez au bout de tous les adversaires sur votre chemin, ce qui ferait de vous un être avec une âme gigantesque pour au final décider vous aussi de vous immoler pour accorder au monde un autre délai. Et permettez-moi de vous dire, avec tout le sérieux du monde, qu'avoir tellement peur de la fin du monde que t'en viens à mettre en place tout ce stratagème pour te suicider et influencer un autre gars à se suicider à son tour, c'est pas normal. Avoir tellement peur de la fin du monde que la sorcière d'Izalith, elle a essayé de créer un substitut de la flamme originelle à l'aide de sa pyromancie, mais qu'elle a échoué au point qu'elle a mis au monde une flamme artificielle défaillante qui est à l'origine de tous les démons que vous rencontrerez dans ce jeu et qui en plus transformera tous ces enfants en monstres, certains avec un destin à vous inonder le visage de larmes. C'est pas normal. Avoir tellement peur de la mort que Sys en vient à trahir toute son espèce et mènera inlassablement des expérimentations sur des êtres vivants pour percer le secret de l'immortalité, c'est pas normal. Ce que j'essaye de dire, c'est que selon moi, ce jeu qui te pousse à intégrer au plus profond de ton cerveau la notion d'acharnement a en fait pour thématique le lâcher-prise. Et ça pourrait passer pour une phrase pseudo-pompeuse sortie tout droit de mon imagination, mais j'ai deux indices majeurs qui me permettent d'affirmer ça. Le premier, c'est que quand vous vous présentez à la toute fin du jeu pour affronter le roi Gwen en personne, c'est cette musique qui va se lancer. Et oui, c'est pas une musique épique, grandiloquente comme on en a l'habitude et comme on pourrait s'y attendre pour le légendaire roi Gwen. Non, c'est une musique triste, mélancolique, qui te fait comprendre que t'es pas en train d'affronter un ennemi grandiose, t'es en train d'affronter un vieux roi fou et seul qui attend la mort au fin fond de sa pauvre caverne. Et cette musique, elle a un secret qui commence à être assez connu, c'est qu'elle serait composée au piano en utilisant uniquement des touches blanches, ce qui symboliserait sa peur irrationnelle des ténèbres. Ce boss final pour lequel vous êtes préparé pendant des dizaines
d'heures de jeu, c'est au final un vieil homme pathétique et terrorisé par tout ce qui se passe. Et il y a encore un dernier détail qui a énormément fait rouspéter chez lui, c'est le fait qu'on peut littéralement le tuer en lui faisant des perfect paris en boucle. Et les gens se sont dit que c'était décevant pour le boss final d'un jeu aussi dur et exigeant, mais pour moi, les gens qui pensent ça sont complètement passés à côté du fait que cet homme, déjà, il vient de cramer la majorité de son âme dans des flammes, et dans ce qui reste, il faut juste se rendre à l'évidence qu'il a rien de bien glorieux chez lui, parce qu'il s'est laissé consumer dans une quête vaine, car justement, il n'a pas su faire preuve de lâcher prise. Et en effet, à la fin du jeu, tu as le choix entre le fait de t'immoler pour cultiver la flamme originelle, ou juste accepter qu'elle s'éteigne, tout simplement. Et ce que je trouve beau, ce que je trouve magnifique, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fin. Le jeu t'a parlé d'acharnement, il t'a aussi parlé de lâcher prise, et c'est à toi de décider où se trouve ton juste milieu, ton équilibre, c'est à toi de conclure après tout ce que tu viens de vivre, quelles sont les réponses que tu as décidé d'en tirer. Moi, personnellement, ce que j'en ai tiré et que je voudrais partager avec vous, c'est qu'effectivement, il faut avoir des rêves et se battre bec et ongles pour les concrétiser, les protéger, mais qu'il ne faut pas se confronter à des problématiques absurdes au point d'y perdre son âme et son humanité. En tant qu'être vivant, on est sujet au déclin et à la mort, ce qui est un processus tout à fait normal qu'il ne faut pas craindre. Le but de la vie, ce n'est pas de vivre le plus longtemps possible. Le but de la vie, bon, bien évidemment, moi je vais avoir des tendances qui vont tendre vers l'islam, mais pour rester le plus général possible, je dirais que c'est juste de trouver le moyen de vivre puis mourir avec le sourire. Vis ta vie et une grande âme, cultive ton humanité. Cependant, apprends aussi à lâcher prise et ainsi tu pourras vivre et mourir le cœur rempli de bonheur, dénué de tout regret et de toute tristesse. Je pense sincèrement que ça n'a jamais été plus compliqué que ça. Et pour conclure, il faut savoir que Dark Souls, c'est un jeu doté de la mécanique de New Game Plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu finis le jeu, il y a une nouvelle partie qui se relance automatiquement, mais cette fois-ci en étant légèrement plus dure que la précédente. Et je pense en toute sincérité que la sagesse qui se cache derrière ça, c'est le fait que tous les principes qu'on vient d'évoquer au cours de cette vidéo, c'est pas en quelques heures qu'on peut se vanter de les avoir saisis. Ne serait-ce que l'âme et l'humanité, c'est selon moi des concepts tellement profonds, tellement obscurs, que même toute une vie de méditation ne saurait en venir à bout.